matin du 29 mai 1944, au milieu de l'Atlantique à environ 800 km à l'ouest des Açores, le capitaine-lieutenant Detlev Krankenhaben commandait son U-549 depuis une profondeur qu'il croyait être un sanctuaire 180 mètres sous la surface bien plus bas que ce que la plupart des grenades sous-marines alliées ne pouvaient atteindre. Moins d'une heure avant le coucher du soleil, son sous-marin de type XC, divisé par 40, venait de torpiller et de couler le porte-avions d'escorte américain USS Block Island. Et maintenant le chasseur était devenu le chassé. À travers les hydrophones, Krankenhaben et son équipage écoutaient le martèlement régulier et obstiné des hélices des destroyers d'escorte américains qui quadrillaient la surface. Le son était méthodique, implacable. C'était une situation qu'ils avaient déjà vécu, un scénario presque rituel. Ils connaissaient le schéma standard des attaques par grenades sous-marines, une danse macabre que les commandants allemands avaient appris à esquiver au cours de 3 années d'expérience brutale dans l'Atlantique. La doctrine était gravée dans leur esprit, plongée à la profondeur maximale. Faire silence radio et moteur. Attendre que les attaquants perdent le contact sonar dans l'angle mort situé juste sous leur coque. Puis dans ces précieuses secondes où l'escorteur passait au-dessus d'eux pour larguer sa charge mortelle, effectuer un changement de cap brutal. Enfin endurer les déflagrations assourdissantes qui pouvaient faire craquer les manomètres et voler en éclats les ampoules, mais qui, à cette profondeur, pénétraient rarement la coque épaisse. Si cette plongée au cœur de l'histoire vous captive, nous vous invitons à vous abonner et à nous dire dans les commentaires depuis quel coin du monde vous nous regardez aujourd'hui. Ce que Krankenhaben ne pouvait pas savoir, ce qu'aucun commandant allemand ne comprenait encore pleinement en ce mois de mai 1944, c'est que les règles de ce jeu mortel avaient été irrémédiablement bouleversées. Le destroyer d'escorte USS Eugene E. Elmore maintenait un contact sonar parfait avec l'U-549 malgré la profondeur. Son sonar de type 144 pouvait détecter des sous-marins jusqu'à une distance de 2700 mètres dans des conditions idéales. Et ce jour-là, les conditions étaient presque parfaites. Plus critique encore, monté sur le pont avant de l'Elmore, se trouvait un système d'armes que les services de renseignement de la Kriegsmarine commençaient à peine à cataloguer, le mortier anti-sous-marin Hedgehog. Vers 20h10, le lieutenant Commander G. L. Coney ordonna sa première passe d'attaque. 24 projectiles furent lancés vers l'avant en succession rapide, tous tirés en moins de 2 secondes. Chaque bombe mesurait 18 cm de diamètre, pesait près de 30 kg et contenait 16 kg d'explosifs Torpex. Elles décrivirent un arc dans l'obscurité avant de s'abîmer dans l'Atlantique, formant un cercle à 180 mètres devant la proue de l'Elmore. Les projectiles s'enfonçaient à une vitesse de 7 mètres par seconde. À la profondeur de l'U-549, ils arriveraient en une trentaine de secondes. Contrairement aux grenades sous-marines, qui explosaient à des profondeurs prédéfinies, qu'elles touchent quelque chose ou non, ces bombes ne détonaient qu'au contact. La première salve manqua sa cible, glissant en silence le long du sous-marin pour finir sa course au fond de l'océan. Krankenhaben crut probablement avoir esquivé l'attaque, mais l'Elmore maintenait le contact sonar. Le destroyer vira pour une seconde passe. 3 minutes pour recharger. 24 autres projectiles furent lancés. 30 secondes après leur entrée dans l'eau, 3 explosions sous-marines retentirent dans le sonar de l'Elmore. 3 impacts directs sur la coque épaisse. 4 minutes plus tard, les opérateurs sonars détectèrent un son différent, une explosion lourde écrasante. L'U-549 venait d'imploser en dépassant sa profondeur d'écrasement, tuant sur le coup les 55 hommes à bord. Entre le moment où l'Elmore tira sa seconde salve et la destruction du sous-marin, il s'était écoulé environ 4 minutes et demie. Cet engagement représentait quelque chose que les commandants d'U-boot commençaient à peine à entrevoir au printemps 1944. Un basculement technologique venait d'éliminer les avantages tactiques sur lesquels ils s'étaient reposés depuis le début de la guerre. La question qui allait hanter les sous-mariniers allemands survivants jusqu'à la fin du conflit était aussi simple que terrible: comment survivre à une attaque que l'on n'entend pas venir, que l'on ne peut pas esquiver, et qui frappe avant même que l'on ait eu le temps de manœuvrer. Pour comprendre l'impact psychologique du Hedgehog sur les équipages des U-boots, il faut se souvenir de ce que ces hommes pensaient de leurs chances de survie avant l'apparition de cette technologie. En 1943, les sous-mariniers allemands ne se faisaient aucune illusion sur le danger qu'ils couraient. La bataille de l'Atlantique avait déjà coûté la vie à des milliers de leurs camarades.
Mais ils possédaient également un savoir-faire tactique, un métier durement acquis qui leur offrait un véritable espoir de survie. La doctrine des U-Boots, affinée par une expérience sanglante depuis 1939, reposait sur l'exploitation de la faiblesse fondamentale de la lutte anti-sous-marine alliée, l'angle mort du sonar. Les systèmes ASDIC britanniques et sonars américains émettaient des impulsions sonores qui rebondissaient sur les cibles submergées et revenaient sous forme d'écho. Cette technologie fonctionnait raisonnablement bien à moyenne distance, permettant aux navires d'escorte de détecter les sous-marins et de suivre leurs mouvements. Mais à courte portée, la physique de la détection sonore sous-marine créait une vulnérabilité critique. À mesure qu'un navire d'escorte se rapprochait pour attaquer, le temps entre l'impulsion émise et l'écho de retour diminuait progressivement. Finalement, à des distances généralement inférieures à 180 mètres, l'impulsion sortante et l'écho de retour fusionnaient en ce que les opérateurs appelaient un écho instantané. Le sous-marin disparaissait alors des écrans précisément au moment où la précision du tir était la plus cruciale. Cet angle mort s'étendait directement sous le navire attaquant, créant une zone où le sous-marin pouvait manœuvrer sans être détecté. Les commandants allemands apprirent à exploiter cette faiblesse avec une précision d'horloger. Alors que l'escorteur passait au-dessus pour larguer ses grenades, le sous-marin exécutait des changements brusques de direction et de vitesse. L'escorteur, temporairement aveugle, larguait ses charges en se basant sur la dernière position connue du sous-marin, une position qui pouvait se trouver à 50 ou 100 mètres de l'endroit où le submersible s'était réellement déplacé pendant ces secondes critiques. Les grenades sous-marines elles-mêmes imposaient d'autres limites qui jouaient en faveur du sous-marin. Les grenades Mark 16 et Mark 7, utilisées par les forces alliées jusqu'en 1943, coulaient à environ 2,5 mètres par seconde. Pour un sous-marin à 90 mètres de profondeur, ce qui n'était même pas la profondeur de plongée maximale de la plupart des U-Boots, il fallait plus de 30 secondes aux charges pour atteindre leur cible après avoir touché l'eau. Pendant cette demi-minute, alors que l'escorteur restait aveugle et que les charges descendaient lentement, le capitaine du sous-marin pouvait ordonner des changements de profondeur, de vitesse et de cap. De plus, les explosifs des grenades détonaient à des profondeurs prédéfinies grâce à des fusées hydrostatiques, qu'ils soient proches de la cible ou non. Cela créait de gigantesques explosions sous-marines qui perturbaient temporairement les performances des sonars, tant pour l'attaquant que pour les autres escorteurs à proximité. La turbulence et le bruit de ces explosions pouvaient persister pendant 15 minutes, ou plus, un laps de temps durant lequel le sous-marin pouvait s'échapper complètement, naviguant en silence à une profondeur et un cap différent de ceux attendus par les escorteurs. La construction des sous-marins allemands mettait l'accent sur la robustesse structurelle, spécifiquement pour survivre à ces attaques. La coque épaisse d'un U-Boot de type 7C, le modèle le plus courant, pouvait théoriquement supporter des pressions à des profondeurs approchant les 230 mètres. Plus importante encore, la coque pouvait absorber des dommages de choc considérables provenant d'explosions à proximité, sans défaillance catastrophique. Il fallait que plusieurs charges explosent à moins de 3 à 6 mètres de la coque pour infliger des dégâts mortels. Les statistiques confirmaient cette relative capacité de survie. Les archives britanniques montrent que sur 5174 attaques à la grenade sous-marine, durant la Seconde Guerre mondiale, seuls 85,5 ont abouti à la destruction confirmée d'un U-Boot, soit un ratio de succès d'environ 1 sur 60. De nombreux U-Boots ont survécu à des centaines de grenades au cours de leur carrière. L'U-427 est célèbre pour avoir enduré 678 grenades larguées contre lui en avril 1945, avant de finalement s'échapper. Bien que de tels cas extrêmes fussent exceptionnels, ils renforçaient la conviction parmi les sous-mariniers allemands que les attaques par grenades sous-marines, aussi terrifiantes soient-elles, étaient surmontables si l'équipage gardait sa discipline et si le capitaine exécutait les bonnes tactiques d'évasion. Cela ne signifie pas que les équipages se sentaient invulnérables. Ils comprenaient parfaitement que les capacités anti-sous-marines alliées s'étaient considérablement améliorées depuis le début de la guerre. En 1943, les escortes de convois employaient des tactiques de plus en plus sophistiquées. Les attaques de groupes coordonnées utilisant plusieurs navires rendaient l'évasion plus difficile. Des sonars améliorés avec une meilleure portée et résolution
réduisait le temps pendant lequel les sous-marins pouvaient manœuvrer sans être détectés. L'introduction de porte-avions d'escorte, assurant une couverture aérienne au-dessus des convois, éliminait la mobilité en surface, requise par les tactiques allemandes de meute de loups. Mai 1943, le Mai noir, comme l'appelèrent les sous-mariniers allemands, marqua un tournant. En un seul mois, les forces alliées coulèrent 40 et un U-boot des pertes qui dépassaient la capacité de remplacement des chantiers navals allemands. Le grand amiral Karl Dönitz retira temporairement ses sous-marins des routes de convoi de l'Atlantique Nord, reconnaissant que la balance avait penché en défaveur de l'Allemagne. Pourtant, même si la situation stratégique se détériorait, les commandants d'U-boot conservaient des options tactiques basées sur leur compréhension des armes et des systèmes de détection alliés. Ils pouvaient toujours plonger profond, exploiter l'angle mort du sonar et manœuvrer pendant les secondes critiques. L'Atlantique restait un espace immense où un capitaine habile pouvait trouver des opportunités de s'échapper ou de se cacher. Le cadre psychologique qui soutenait les équipages dans leur mission reposait sur ce socle de connaissances tactiques. Ils acceptaient que leur travail soit extraordinairement dangereux. À la fin de la guerre, environ 28 000 des 40 000 hommes ayant servi dans les U-boots trouveraient la mort, un taux de perte dépassant 70%, un chiffre qu'aucune autre branche d'armée dans aucune nation n'a jamais connu. Mais le danger et la mort certaine n'étaient pas des concepts identiques. La compétence comptait, l'expérience comptait. Comprendre les armes de l'ennemi et leurs limites comptaient. Un capitaine compétent qui connaissait son bateau et exécutait les bonnes tactiques pouvait ramener son équipage à la maison. Beaucoup l'avaient fait à plusieurs reprises. Le projecteur anti-sous-marin Hedgehog entra en service dans la Royal Navy en 1942, mais son impact sur les calculs tactiques allemands mit du temps à se faire sentir. Les premiers déploiements donnèrent des résultats décevants. Des taux de réussite d'environ 5% à peine supérieurs à ceux des grenades sous-marines. Les capitaines de la Royal Navy lançaient si rarement des attaques Hedgehog au début de 1943 que l'Amirauté publia une directive ordonnant aux commandants de justifier spécifiquement pourquoi ils avaient choisi de ne pas utiliser l'arme lorsqu'ils engageaient des contacts submergés. Contrairement aux grenades qui produisaient toujours des explosions spectaculaires pouvant convaincre les équipages qu'ils avaient endommagé ou effrayé leurs cibles, les tirs manqués du Hedgehog étaient décourageants de silence. Les projectiles coulaient simplement au fond de l'océan, sans détonner, ne laissant aucune preuve de l'attaque, à l'exception de 24 petites éclaboussures. Ce silence éliminait la satisfaction psychologique que procuraient les attaques à la grenade même lorsqu'elles échouaient. Le principe technique derrière le Hedgehog résolvait les problèmes fondamentaux des grenades sous-marines. Mais traduire ce principe en succès opérationnel exigea du temps, de la formation et l'intégration avec des sonars améliorés. L'arme se composait de 24 mortiers à broches disposés en 4 rangées de 6 montées sur un berceau en acier sur le pont avant. Les broches étaient inclinées de manière à ce que les projectiles atterrissent dans un motif circulaire d'environ 40 mètres de diamètre à environ 180 mètres devant le navire tireur. Le tir vers l'avant était l'innovation cruciale. Contrairement aux grenades qui devaient être larguées depuis la poupe après que le navire attaquant soit passé au-dessus de la cible, les projectiles Hedgehog étaient lancés vers l'avant alors que le sous-marin restait détectable par le sonar. Cela éliminait le temps d'aveuglement pendant lequel les sous-marins pouvaient manœuvrer. Le capitaine pouvait maintenir le contact sonar tout au long de l'attaque et même ajuster son cap si le sous-marin changeait de position entre le tir et l'arrivée des projectiles. Les fusées à contact représentaient une ingénierie sophistiquée qui avait nécessité un développement approfondi. Chaque projectile devait survivre à l'impact violent avec la surface de l'eau sans détonner prématurément. Une fois submergée, une petite hélice commençait à tourner dans le flux d'eau, armant la fusée, après que le projectile soit descendu d'environ 15 mètres. En heurtant une surface dure, la coque d'un sous-marin, la fusée déclenchait instantanément la charge de 6 kg de Torpex. Le Torpex était environ 50% plus puissant que le TNT utilisé dans les grenades antérieures. La vitesse de descente rapide ne laissait presque aucun temps de réaction au sous-marin. À 7 mètres par seconde, les projectiles atteignaient 60 mètres de profondeur en moins de 9 secondes. Pour un sous-marin à une profondeur opérationnelle de 90 mètres, le temps entre l'entrée dans l'eau et l'arrivée était d'environ 13 secondes. Comparé aux 30 secondes et plus nécessaires aux grenades Mark VI pour atteindre la même profondeur,
Le Hedgehog réduisait le temps de réaction de plus de moitié. Plus significativement, un seul impact direct était généralement suffisant pour couler un U-boot. La détonation au contact signifiait qu'aucun coussin d'eau n'existait pour dissiper la force explosive. 6 kilos de torpex explosant directement contre la coque épaisse la rompraient de manière catastrophique. Fin 1943 et en 1944, les forces alliées résolurent les problèmes initiaux du Hedgehog. Une meilleure formation enseigna aux équipages à viser plus efficacement. L'introduction de centres d'information de combat à bord des navires d'escorte intégra les données sonars au système de conduite de tir permettant des attaques plus précises. Plus important encore, des sonars améliorés comme l'unité de type 144 à bord de l'USS Elmore pouvaient maintenir le contact à des portées plus courtes et à des profondeurs plus grandes que les équipements précédents. Les statistiques commencèrent à refléter ces améliorations. À la fin de la guerre, les attaques Hedgehog atteignaient des taux de réussite d'environ 20%. Un sous-marin coulé pour 5 attaques. En comparaison, les grenades n'ont jamais dépassé un succès pour 80 attaques. Sur 268 attaques Hedgehog documentées par les forces britanniques, 47 ont abouti à des destructions confirmées. La marine américaine adopta le Hedgehog par le biais du pré-bail inversé fin 1942. Les destroyers d'escorte américains spécialement conçus pour la guerre anti-sous-marine reçurent le Hedgehog en équipement standard. En 1944, ces navires opéraient dans tout l'Atlantique. 11 des 16 derniers U-boots, coulés par des destroyers et destroyers d'escorte de l'US Navy durant la Seconde Guerre mondiale, l'ont été par des projectiles Hedgehog. L'USS England coula 6 sous-marins japonais en 12 jours, en mai 1944, en utilisant quasi exclusivement le Hedgehog, un record qui démontra l'efficacité dévastatrice de l'arme. Pourtant, pour les commandants d'U-boot allemands qui partaient souvent des gigantesques bunkers de béton construits sur le sol français même, à Lorient-Saint-Nazaire ou Bordeaux, comprendre qu'une telle arme existait n'était pas la même chose que de comprendre ses implications pour leur survie. Les rapports de renseignement décrivaient des armes tirant vers l'avant qui explosaient au contact, mais le tableau tactique complet, comment le Hedgehog éliminait l'angle mort, la vitesse de descente incroyablement rapide, silence des attaques manquées qui permettaient aux escorteurs de maintenir le contact, cette connaissance arriva trop lentement. Au moment où le commandement allemand comprit pleinement ce à quoi il était confronté, la guerre avait déjà tourné de manière irréversible contre lui. La question n'était plus de savoir si le Hedgehog aurait un impact, mais combien de sous-mariniers de plus allaient mourir avant d'apprendre ce que le capitaine-lieutenant Krankenhaben découvrit dans ses derniers instants le 29 mai 1944, que tout leur savoir-faire durement acquis sur la survie aux attaques de grenades sous-marines ne signifiait plus rien. Le développement du Hedgehog ne commença pas dans de grands laboratoires navals, mais dans les bureaux improvisés de la Direction du développement des armes diverses, une organisation dont le personnel gagna le surnom affectueux de « Weasers and Dodgers », que l'on pourrait traduire par les bricoleurs et les débrouillards pour leur approche peu conventionnelle de l'ingénierie militaire. Le commandeur Charles Goodyear de la Royal Navy conçut le concept au printemps 1940, reconnaissant que le problème fondamental des grenades n'était pas leur puissance mais leur déploiement tactique. Le défi technique s'avéra formidable. Le lieutenant-colonel Stuart Blacker avait développé la technologie du mortier à broche, un système où la charge propulsive restait fixe dans l'arme, tandis qu'une tige, la broche, s'insérait dans une queue tubulaire sur le projectile. Goodyear et son équipe redessinèrent tout. Ils placèrent 6 kilos de torpex dans chaque projectile, avec la fusée à contact montée dans le nez. Des expériences critiques déterminèrent que les projectiles à nez plat étaient moins susceptibles de ricocher en frappant la surface de l'eau, assurant qu'ils couleraient verticalement dans la zone cible. Le mécanisme de la fusée à contact exigeait une ingénierie d'une précision extraordinaire. La détermination du poids optimal de la charge explosive releva presque de l'espionnage. Les détails de construction des U-boots restaient classifiés, mais l'équipe de Goodyear découvrit un magazine naval italien qui avait publié des photos de la production de sous-marins allemands. Une image montrait un ouvrier debout sur la coque épaisse d'un U-boot. En mesurant soigneusement la longueur apparente de la jambe de l'ouvrier sur la photo, et en calculant la distorsion de la perspective, les ingénieurs estimèrent la distance verticale entre la coque épaisse et le carénage extérieur.
Une information cruciale pour déterminer si 16 kg de Torpex suffirait à percer les deux couches. Le motif de dispersion des projectiles nécessita une optimisation mathématique. Le motif final, un cercle de 40 mètres de diamètre avec des projectiles espacés d'environ 5 mètres, représentait l'optimum statistique. L'HMS Westcott reçut le lanceur prototype en 1941. Les résultats opérationnels déçurent gravement les attentes. Aucune destruction de sous-marins n'eut lieu avant novembre 1942, malgré l'installation à bord de 100 navires. La dimension psychologique créa peu être le plus grand obstacle. Les attaques à la grenade produisaient toujours des explosions massives visibles de la surface. Ce retour visuel et auditif donnait aux équipages un sentiment d'accomplissement. Le silence du Hedgehog lorsqu'il manquait sa cible supprimait ce renforcement. La direction de la Royal Navy répondit avec une détermination typiquement britannique. Au début de 1943, un officier se rendit à Londonderry, où la plupart des navires d'escorte de l'Atlantique basaient leurs opérations. Il mena des programmes de recyclage complets navire par navire. La formation souligna plusieurs points critiques que les équipages avaient mal compris. Premièrement, le silence d'une attaque manquée était en fait un avantage tactique, pas une déficience. Les explosions de grenades obscurcissaient les retours sonars pendant 15 minutes ou plus. Le silence du Hedgehog signifiait un suivi sonar continu. Deuxièmement, le motif circulaire était spécifiquement conçu pour tenir compte de l'évasion du sous-marin. Troisièmement, toute explosion indiquait un coup au but et signifiait presque certainement une destruction. La transformation de l'efficacité du Hedgehog coïncida avec des améliorations technologiques plus larges. L'introduction de centres d'information de combat changea fondamentalement la façon dont les navires traitaient les données. Auparavant, le capitaine commandait depuis la passerelle tandis que les opérateurs sonars travaillaient dans un compartiment séparé. Le centre d'information de combat consolida toutes les informations tactiques en un seul endroit intégrant directement le sonar au système de conduite de tir. Ce travail de l'ombre mené dans le plus grand secret à Bletchley Park trouvait un écho dans les réseaux de la résistance française qui sur le continent menaient leur propre guerre de l'information contre l'occupant. Les commandants d'U-boot allemands commencèrent à rencontrer ce système intégré sans comprendre ce qui avait changé. Le capitaine-lieutenant Helmut Sommer commandait l'U-853 lors d'une patrouille au large de la côte est américaine en mai 1945, dans les dernières semaines de la guerre en Europe. Le 5 mai 1945, le grand amiral Karl Dönitz transmit l'ordre à tous les U-boots de cesser les opérations offensives. La capitulation de l'Allemagne était imminente. Que Sommer ait reçu cette transmission ou choisi de l'ignorer reste contesté par les historiens. Le 6 mai, son sous-marin torpilla et coula le charbonnier américain SS Black Point au large de Rhode Island. Le dernier navire marchand coulé par un U-boot allemand dans les eaux américaines. La réponse fut immédiate et massive. Les destroyers d'escorte américains USS Atherton et USS Moberly convergèrent. La chasse dura toute la nuit. L'Atherton largua 13 grenades magnétiques. Une explosa, mais l'équipage ne put déterminer si elle avait touché le sous-marin. Le sous-marin fut détecté à nouveau vers 23h43 immobile hélice silencieuse à environ 30 mètres de profondeur. À l'intérieur de l'U-853, la température devait monter dans l'air chaud et vicié. Sommet comprenait la doctrine, attendre que les escorteurs perdent le contact dans l'angle mort. Mais les escorteurs maintenaient un contact sonar parfait. Vers 2 heures du matin, le 7 mai, le Moberly exécuta une passe d'attaque Hedgehog. La plupart des projectiles coulèrent en silence, mais 3 frappèrent directement la coque épaisse de l'U-853. Les charges de Torpex détonèrent au contact. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Cela nous aide à continuer à produire du contenu approfondi comme celui-ci. Ce qui se passa ensuite dépend de l'endroit exact où ces 3 projectiles ont frappé. S'ils ont pénétré la coque épaisse, l'équipage est mort sur le coup l'eau de mer, sous une pression énorme inondant les compartiments avec une force explosive. La mort serait survenue en moins d'une seconde. Si les projectiles ont frappé le carénage extérieur sans percer immédiatement la coque épaisse, Sommer et son équipage ont enduré une autre horreur. Ils auraient su immédiatement que le sous-marin était mortellement touché. À 30 mètres de profondeur, ils avaient peu, être 4 minutes avant que le sous-marin n'atteigne sa profondeur d'écrasement quelque part
au-delà de 210 mètres. 4 minutes à savoir précisément ce qui allait arriver, alors que la coque gémissait sous une pression croissante. Puis, le moment final, un son décrit par les opérateurs sonars comme une lourde explosion écrasante, alors que la coque implosait. Personne à bord de l'U-853 Newton a survécu. Les 55 hommes sont morts. Le naufrage de l'U-853 Newton n'était pas un incident isolé. L'opération Teardrop en avril et mai 1945 démontra la pleine intégration des capacités alliées. Les services de renseignement indiquaient qu'un groupe d'U-boot de type 9, désigné Gruppe Seawolf, se dirigeait vers la côte américaine peut être armé de bombes Von. L'US Navy organisa 2 grandes forces de barrage pour les intercepter. Les Allemands ignoraient que leur code Enigma avait été complètement cassé. L'UMI 235 fut la première victime le 15 avril. L'USS Stanton attaqua avec le Hedgehog. Assisté de l'USS Frost, il regagna le contact et effectua 3 autres attaques. La 3e vers minuit, le 16 avril, coula le sous-marin avec la perte de tout son équipage de 56 hommes. 40 minutes plus tard, le Frost détecta un autre sous-marin, l'U-880. De multiples attaques Hedgehog suivirent. Le Stanton coula le sous-marin vers 4 heures du matin sans survivants parmi son équipage de 52 hommes. Les 2 sous-marins subirent des explosions massives bien plus importantes que ce que 16 kilos de Torpex auraient dû produire. Les services de renseignement déterminèrent plus tard que les frappes du Hedgehog avaient probablement fait détonner les propres torpilles des sous-marins. L'USS Neil A. Scott et l'USS Carter coulèrent l'U-518 juste avant minuit le 22 avril. Le 24 avril, l'USS Flaherty endommagea gravement l'U-546 avec une salve de Hedgehog. Le sous-marin fit surface mais coula sous le feu des canons de pont. Le capitaine-lieutenant Paul Just et 32 membres d'équipage survécurent et furent faits prisonniers. Le schéma était sans équivoque. Les U-boots qui auraient survécu aux attaques de grenades sous-marines étaient détruits rapidement une fois le contact sonar établi. L'arme éliminait l'angle mort, dont dépendait la doctrine tactique allemande. Le bilan statistique de l'efficacité du Hedgehog raconte une histoire de transformation. Durant la Seconde Guerre mondiale, les forces britanniques menèrent 5174 attaques à la grenade qui entraînèrent 5 destructions confirmées, un ratio d'environ 1 sur 60. En comparaison, le Hedgehog réalisa 268 attaques pour 47 destructions, un ratio d'environ 1 sur 5,7. À la fin de la guerre, ce ratio s'améliora encore pour atteindre environ une destruction pour 5 attaques, une amélioration de 20 fois par rapport aux grenades conventionnelles. Pour les équipages des U-boots, les implications étaient dévastatrices et personnelles. La doctrine allemande avait souligné que la compétence et la connaissance tactique pouvaient compenser les avantages numériques et technologiques alliés. Cette croyance, bien que ne garantissant jamais la survie, fournissait un cadre qui rendait le travail psychologiquement supportable. Les hommes pouvaient se convaincre que leur destin restait en partie entre leurs mains. Le Hedgehog a démoli ce cadre en supprimant les variables tactiques sur lesquelles reposait la doctrine allemande. Les commandants de sous-marins survivants rapportèrent un changement psychologique parmi les équipages durant la dernière année de la guerre. La sombre détermination qui avait caractérisé les périodes précédentes céda la place à quelque chose qui approchait du fatalisme. Herbert Werner, qui commanda plusieurs U-boots et survécut à la guerre, décrivit cette atmosphère dans ses mémoires « Cercueil d'acier ». Il écrivit sur des hommes partant en mer, en sachant qu'ils ne reviendraient probablement pas sur des repas silencieux avant le départ. Il décrivit les sons des attaques de grenades, l'attente dans l'obscurité et le silence. Mais Werner nota également que les attaques qui survenaient sans avertissement, aucun son d'hélice en approche, aucune intensification progressive des pings du sonar, étaient celles qui terrifiaient le plus complètement l'équipage. Le sous-marin pouvait naviguer en silence en profondeur quand soudain la coque résonnait de l'impact des projectiles, suivi instantanément par la détonation catastrophique. Le grand amiral Karl Dönitz passa des années après la guerre à analyser pourquoi ces U-boots avaient échoué. Il identifia correctement le décryptage des codes alliés comme un facteur critique. Il nota l'impact des porte-avions d'escorte. Il reconnut que l'amélioration des sonars et des armes alliées avait rendu les opérations de plus en plus coûteuses. Mais Dönitz n'accepta jamais pleinement que l'équation fondamentale s'était irréversiblement retournée contre les sous-marins. Le coût humain de ce refus d'accepter la réalité
se manifesta dans les chiffres des pertes. Les équipages d'U-boot continuèrent à partir en patrouille jusqu'aux dernières semaines de la guerre, alors que tout bénéfice stratégique de leurs opérations s'était depuis longtemps évaporé. Le dévouement et le courage de ces hommes méritent le respect. Mais leur sacrifice fut gaspillé par un commandement qui ne pouvait accepter ce que les preuves démontraient clairement. Revenons à ce moment du 29 mai 1944, lorsque l'U-549 sombra sous l'Atlantique Nord. Le capitaine-lieutenant Detlev Krankenhaben commandait un sous-marin moderne avec un équipage entraîné. Il exécuta les procédures d'évasion que la doctrine prescrivait. Plonger profond, faire silence, attendre l'angle mort, manœuvrer. Chaque décision qu'il prit était correcte selon les connaissances dont il disposait. Ce ne fut pas suffisant. L'environnement tactique avait changé d'une manière que les commandants allemands ne comprenaient qu'imparfaitement, voire pas du tout. C'est là la profonde ironie au cœur de l'histoire du Hedgehog. Les équipages des U-boots allemands n'ont pas été vaincus par manque de courage ou de compétences. Ils ont perdu parce que le paradigme tactique dans lequel leur courage et leur compétence opéraient avait été fondamentalement modifié. La connaissance qui les avait auparavant maintenus en vie, exploiter l'angle mort, manœuvrer pendant le temps de descente, survivre grâce à la robustesse structurelle, était devenue obsolète, transformée de sagesse de survie, Conception mortelle. Ce schéma de force militaire, continuant à employer des tactiques qui fonctionnaient auparavant, tout en ignorant que ces tactiques ont été contrées, apparaît à plusieurs reprises dans l'histoire militaire. Cela explique pourquoi les charges de cavalerie ont persisté à l'ère des mitrailleuses, pourquoi les cuirassés sont devenus obsolètes face aux porte-avions. Dans chaque cas, l'environnement tactique fondamental a changé de manière à rendre la doctrine précédente non seulement moins efficace, mais activement dangereuse. Le matin du 29 mai 1944 commença avec le capitaine-lieutenant Krankenhaben, croyant que sa compétence et la discipline de son équipage pouvaient les ramener sains et saufs à la maison. 4 minutes et demie après que la seconde salve de Hedgehog de l'USS Elmore soit entrée dans l'eau, l'U-549 cessa d'exister. Entre ces deux instants se trouve toute la signification de cette histoire. L'abîme qui sépare ce que nous croyons être vrai de ce qu'il est, réellement un abîme mesuré en vie d'hommes qui n'ont jamais eu le temps d'apprendre la différence. Merci d'avoir regardé. Pour des analyses historiques plus détaillées, consultez les autres vidéos sur votre écran maintenant. Et n'oubliez pas de vous abonner.